fonctionne. C'est bon? Parfait, super. Parce que ce matin, ça a été compliqué, mais bon. Eh bien, merci beaucoup, Fabien, donc, de me laisser la main sur cette intervention. Alors déjà, au préalable, je voulais vous dire que nous devions intervenir à deux voix pour cette intervention, mais pour des raisons personnelles de mon intervenant, cela ne pourra pas se faire. Donc, je vais donc vous présenter seul ce que nous avions prévu de vous présenter, et c'est-à-dire le cadre réglementaire dans lequel notamment les collectivités sont engagées pour mettre le numérique au service des politiques publiques et de développer la sobriété numérique, parce que c'est très, très, très orienté sobriété numérique. On va y revenir. De plus, il y a beaucoup d'obligations en fait sur le numérique, et c'est ce premier cadre que nous souhaitons partager avec vous. Il est évidemment loin d'être exhaustif, mais il va permettre effectivement malgré tout de poser un certain nombre d'éléments essentiels. Au préalable, vous le voyez peut-être, j'ai repris le chiffre qui nous a été donné ce matin par le représentant d'ADEME, qui nous évoquait le fait qu'aujourd'hui, 2,5%, c'est le chiffre de l'impact environnemental du numérique en termes d'empreinte carbone en France. Et il a évoqué à titre de comparaison le fait que c'est quelque part le même pourcentage que celui du transport aérien. Alors on a toujours l'image du transport aérien comme étant un gros pollueur, mais donc il faut aussi que l'on ait bien en tête que si le numérique n'est pas dans un cadre de sobriété, eh bien on est aussi sur des pourcentages qui peuvent être très élevés. Voilà. Et revenons aussi à la question initiale, qui est celle de la mesure de l'impact du numérique. Est-ce que vous avez effectué ou fait effectuer au sein de votre organisation un bilan carbone? Ça, c'est la question. Enfin, c'est les réponses à cette question qu'on avait posée au cours du premier semestre 2022. Et comme vous le voyez, ça reste très faible en termes de pourcentage de réponses positives, y compris d'ailleurs les collectivités. Ce n'est pas qu'un secteur particulier, c'est l'ensemble des répondants de l'enquête gouvernance de l'information numérique qui avaient répondu avec, on va dire, un faible taux positif à cette question. Alors notamment au niveau du numérique en tant que tel, puisque comme vous le voyez, tout reste à faire. Ça représentait que 3,4% des répondants qui avaient réalisé un bilan carbone du numérique au premier semestre 2022. On peut imaginer qu'en 2023, les chiffres augmentent et puis surtout que la démarche commence à se mettre en place. On va y revenir. Moins d'1%, je dis bien moins d'1%, avaient intégré la dématérialisation dans ce même bilan. On va y revenir parce que dedans, il y a beaucoup d'éléments qui nous ont été partagés ce matin sur la capacité à mesurer même cette empreinte de l'impact environnemental du numérique en termes d'empreinte carbone, et on va continuer cet après-midi dans le même lieu. Et puis, il y a aussi un certain nombre de réponses, de prises de position difficiles sur environ 30%, ce n'est pas prévu. En tous les cas, on n'a pas de visibilité sur ce qui est prévu ou pas. Et plus de 54%, voilà, quasiment 55%, qui disaient je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'interroger sur un manque de lisibilité, de visibilité au sein des organisations sur des démarches qui sont peut-être en place pour toute partie d'une mesure de l'impact du numérique, mais qui sont peu vues, peu rencontrées, en tous les cas peu publiées, et donc avec un sentiment que peut-être son organisation n'y est pas. Et puis 12% disaient oui, mais en général, donc aussi sur la partie des bâtiments, des transports, des déplacements, nécessairement focusant sur le numérique en tant que tel. Donc, on va dire que ça reste évidemment un sujet d'avenir. Et pourtant, ce n'est pas un sujet si nouveau que ça. Quand on regarde un peu plus à fond ce qu'il y a derrière la réglementation qui nous encadre aujourd'hui, si on remonte un petit peu, on est pourtant porté par la démarche RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, qui portait déjà en elle un certain nombre d'enjeux évidemment sociaux, économiques, éthiques également, mais également environnementaux. Et de ce côté-là, c'est plutôt bien entendu ou bien connu par les organisations. La notion de RSE
embarquant en termes d'engagement reconnu et embarquant notamment une dimension environnementale, et pas que, mais quand même, c'est plutôt bien entendu, bien perçu, hein, quasiment plus de 70% des répondants évoquaient effectivement cette bonne connaissance, et puis toujours avec des inconnus sur soit la démarche, soit la visibilité ou la lisibilité sur le fait que certaines démarches pouvaient être en place ou prévues ou en cours de, ou peu communiquer en interne, qui faisait que dans certains cas, on n'en avait pas connaissance. À l'autre question qu'on avait posée, qui était plutôt sur le regard que chacun pouvait porter même sur la démarche d'éco-responsabilité dans le cadre d'une démarche plus générale de RSE, mais en allant plus précisément sur les enjeux environnementaux, et plus particulièrement sur l'éco-responsabilité. Là aussi, des réponses qui sont plutôt positives, engageantes, hein, puisque pour plus de 50%, 52% exactement, cette démarche, elle est essentielle, voire indispensable. Donc, quelque part, on est au cœur même d'une problématique que l'on doit traiter, quel que soit son environnement professionnel, quel que soit son rôle ou sa fonction, elle est considérée comme essentielle ou indispensable, auquel se rajoute un taux de réponse la qualifiant d'importante, qui aussi n'est pas négligeable, à plus de 40%, donc on était aux alentours de 42-43%. Donc quand on additionne la notion d'essentiel, indispensable à la notion d'importance, on est quand même à plus de 95% sur une démarche d'éco-responsabilité qui doit être intégrée dans une démarche RSE. Le un peu d'important étant limité à 3-4%, et puis, et ça c'est plutôt rassurant, personne n'avait osé dire, si on peut dire comme ça, que c'était pas important du tout. Alors, je vous rappellerai à ce titre un des volets importants, une des obligations qui quelque part est déjà en place, et en place pour nous tous, que l'on soit au sein de collectivités, au sein du secteur public, mais que l'on soit aussi dans un environnement plus privé, c'est celle de la commande publique. Et je vous cite d'ailleurs l'article L31 du Code de la commande publique qui précise effectivement la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable. On va voir que ça va revenir dans les nouvelles réglementations et notamment la loi Rennes, mais c'était déjà posé précédemment et c'est déjà traduit dans un certain nombre de démarches professionnelles que nos organisations ont, et notamment sur la commande publique. Je vous précise d'ailleurs également l'article R2152-7 du Code de la commande publique qui rappelle la définition des critères d'attribution. Et aujourd'hui, les critères environnementaux pèsent jusqu'à 10% de la note finale. Ce n'est pas anodin dans une démarche de commande publique, quelle que soit la position que l'on occupe, de savoir qu'aujourd'hui, une partie de la note, alors 10% aujourd'hui, mais on peut imaginer que dans un certain nombre de cas, elle pourrait être amenée à être déclinée de manière enrichie, eh bien c'est déjà un critère important. Alors, je le disais, le législateur, il n'a pas attendu 2021 pour se pencher sur la question, et il a pris place, hein, le législateur français notamment, a pris place dans cette problématique avec une certaine efficacité. La loi Rennes, dont on va parler, elle n'arrive pas comme ça par hasard, courant de l'année 2021. Je rappelle d'ailleurs qu'elle a été portée, c'est une loi d'origine sénatoriale, mais elle connaît d'autres lois qui l'ont précédée et qui l'ont amené effectivement à prendre place ultérieurement. Alors, je vous rappelle, c'est toujours bien de rappeler quelques éléments fondamentaux. Pour mémoire, la notion de RSE, c'est un enjeu à la base européen et il a été défini, donc c'est dans la définition que nous utilisons tout ça, que je vous ai rappelé rapidement juste avant, elle est portée par la Commission européenne dans une directive de 2014, à savoir d'ailleurs qu'une révision de cette directive est elle-même en cours pour 2023. Donc c'est quand même un sujet qui est inscrit dans notre paysage, même s'il est plutôt parlé d'enjeux environnementaux depuis maintenant un certain nombre d'années. Sur la législation plus française, on a évidemment une loi fondamentale qui est la loi Pacte, qui date, elle, de 2019, donc qui a maintenant plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, qui date du 22 mai 2019 et qui a renforcé en fait
la notion de RSE par de nouvelles dispositions. Je vous en citerai une parce que notamment Pierre Fuseau ce matin a cité le fait que le groupe Serdar Chimag avait écrit une raison d'être qui inscrivait dans sa raison d'être des principes d'éco-responsabilité et de démarche de sobriété numérique. Et bien la loi Pacte permet notamment, grâce à l'article 1833 du Code civil, d'intégrer la notion de raison d'être dans les statuts d'une entreprise. Et donc effectivement, on est déjà sur posé de manière très explicite comme un enjeu pour une organisation, le fait de s'inscrire dans une démarche de sobriété numérique. Et puis, il y a deux autres lois dont je voulais vous parler avant de vous parler de la loi Rennes. La loi anti-gaspillage, alors en plus, ça fait écho à la journée d'aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le 24 janvier, c'est la journée du recyclage. Voilà. C'est une journée qui nous vient de Suède, toujours un peu à la pointe sur des sujets comme celui-là. Donc voilà, la loi anti-gaspillage qui date du 10 février 2020 décrit notamment des obligations en équipement reconditionné, en mise à jour de logiciels. C'est aussi cette loi qui a développé les indices de réparabilité qui vont d'ailleurs être remplacés par ceux de la durabilité au niveau des équipements, des infras. Voilà, donc la loi anti-gaspillage, elle est déjà une porte importante d'entrée par rapport à la loi Rennes. Nos intervenants de la keynote de ce matin, pilotés par Clément Jost notamment, nous ont d'ailleurs cité à un moment donné ce texte de 2020. Il y a la loi énergie-climat également, qui date juste avant de novembre 2019, qui a d'ailleurs été suivi d'un décret en 2022, qui a plutôt vocation à renforcer la réglementation et surtout son articulation avec d'autres réglementations. Et la loi Pacte parlait de plan d'action, maintenant on parle de plan de transition, c'est la loi énergie-climat qui le demande. Et puis surtout, cette loi a renforcé un certain nombre de sanctions, enfin, le législateur a renforcé les sanctions pour les entreprises qui seraient en termes de manquement, en termes de bilan d'émissions à effet de serre, et donc ils ont réévalué les sanctions en cas de manquement. De mémoire, ils sont passés de sanctions autour de 1 500 à 2 000 euros à 10 000, voire 20 000 euros. Voilà. Donc, le législateur commence à sortir un peu plus le bâton à travers ce type de texte. Et puis, effectivement, a été publiée en novembre 2021 la loi dite Rennes, donc la loi à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Elle a été votée le 15 novembre, elle a été publiée le 16 novembre et elle a été suivie d'un décret d'application, le décret du 29 juillet 2022, qui est beaucoup plus orienté sur l'un des articles de la loi Rennes, et notamment l'article 35, qui concerne plus directement les collectivités et pour lequel il aurait demandé de promouvoir une stratégie numérique responsable au niveau de leur territoire. Donc, en tant qu'entité, en tant que collectivité en tant que soi, mais également par rapport au territoire sur lequel est implanté la commune de plus de 50 000 habitants ou les intercommunalités. Ce n'est pas que la commune, c'est aussi les intercommunalités qui sont concernées par ce texte. Et là, on est de plein pied dans le législateur qui encadre très clairement aujourd'hui cette démarche de numérique responsable. Alors, qu'est-ce que nous dit cette loi dans ses grandes lignes et particulièrement dans les articles qui concernent, article 35 d'ailleurs, qui concerne plus directement les collectivités? Elle est très clairement orientée sobriété numérique. C'est une loi d'initiative sénatoriale, c'est ce que je vous ai évoqué, qui met le numérique au service des politiques publiques, c'est-à-dire qu'elle encadre, elle pousse le numérique responsable avec une action spécifique vers les communes, encore une fois, de plus de 50 000 habitants et les intercommunalités. Donc, on est quand même sur un maillage au sein de la carte géographique française très important à ce niveau-là. Avec ce texte, on est centré sur la sobriété numérique, c'est-à-dire sur la recherche de démarches qui vont permettre d'utiliser le moins possible les ressources et donc de mettre en place des bonnes pratiques à l'échelle de la collectivité, évidemment, elle-même. Et ça, c'est le premier cercle. Donc, la collectivité en elle-même est directement concernée dans son organisation, dans ses métiers, dans ses modèles de fonctionnement. Donc, elle embarque les élus, les agents, enfin tous les acteurs internes d'une collectivité, mais également aussi, et ça c'est l'autre cercle, l'ensemble du territoire sur lequel rayonne la commune ou l'intercommunalité. Et dans ces cas-là, elle embarque aussi
tous ces acteurs et partenaires externes que sont les associations, les organismes publics, les entreprises, les citoyens. Donc, on est face à une loi orientation sobriété numérique et avec cette double ambition qui est loin d'être comment dire, d'être facile à traduire en action par les collectivités. Il y a plusieurs chapitres à cette loi. Je vous ai remis les 5 titres de chapitres en vous précisant d'ailleurs les articles de 1 à temps de façon à ce que ce soit simple. Je vous prends le premier titre du chapitre qui est faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. C'est entre l'article 1 et l'article 4. Ça, c'est une des grands axes de ce texte. C'est vraiment d'adopter des démarches d'acculturation, de faire comprendre, de faire connaître. Quelque part aujourd'hui, dans tout ce que l'on essaye de partager avec vous, on est aussi dans ces démarches-là. Aujourd'hui, on est encore au stade de sensibiliser, d'expliquer, de faire connaître, de faire comprendre tout l'impact, toute la conséquence qu'a évidemment le numérique en termes d'impact environnemental. Et puis ensuite, il rentre dans des éléments beaucoup plus concrets, et notamment sur le renouvellement des terminaux. On sait qu'aujourd'hui, pour les premières collectivités qui ont commencé à travailler sur leur bilan, on sait que 80% de l'empreinte, elle est liée notamment au renouvellement du parc d'infrastructures et de matériel. Pourquoi? Parce que, comme ça nous a d'ailleurs été dit ce matin, souvent le renouvellement des terminaux, par exemple, se fait à l'issue de la période d'amortissement et pas du tout à l'issue, on va dire, d'une période d'utilisation qui verrait un matériel dégradé ou qui ne fonctionnerait plus. Donc, il y a ces messages qui sont passés effectivement dans ce texte qui est très orienté sur la sobriété numérique. Et pour, on va dire, mener à bien un tel engagement environnemental, eh bien, effectivement, il s'agit, et c'est ce que décrit aussi la loi, de faire changer les pratiques internes et les pratiques d'échange et d'interaction avec les partenaires et les entités qui sont sur le territoire, de généraliser la commande publique responsable, et ça je reviens à ce que j'évoquais précédemment par rapport à ce qui est déjà embarqué au sein du code de la commande publique, et puis de stimuler les filières économiques du réemploi, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc on est bien sur une loi qui vise, à travers au total 36 articles, à améliorer la connaissance. C'est une demande à la fois de pouvoir acculturer, de faire prendre conscience, mais également de pousser à agir avec une forte orientation de sobriété numérique. Alors, le temps m'étant imparti assez limité, je voudrais faire un focus plus directement, évidemment, sur le 5e chapitre, notamment celui qui comporte les articles qui concernent les collectivités. L'article 35, précisément, qui met en place ces obligations pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, c'est-à-dire encore une fois les communes et les intercommunalités, avec une échéance. Parce que dans ce texte, il y a aussi du calendrier, il y a des dates qui sont posées, et notamment celle du 1er janvier 2025 qui attend de ces collectivités d'avoir défini une stratégie numérique responsable. Et puis on a vu arriver quelques mois après, en juillet 2022, un décret qui a conforté cette obligation et cette date du 1er janvier 2025 d'avoir adopté une stratégie numérique responsable. Ça veut dire d'avoir fait voter une stratégie numérique responsable. On est dans un environnement évidemment où les élus doivent prendre totalement leur place. Et le décret crée un jalon, un premier jalon, qui est celui de la date du 1er janvier 2023 pour avoir élaboré un programme de travail préalable. Voilà, donc on y est déjà. On est le 24 janvier 2023, donc on a déjà dépassé cette date du 1er janvier. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on sous-entend que si vous êtes des représentants de ce type de collectivité, eh bien vous êtes embarqués ou en cours d'embarquer dans une démarche. Et la première démarche est évidemment de construire un programme de travail sur la base d'un état des lieux, des acteurs internes comme des acteurs externes, autour du numérique, évidemment, et puis d'identifier aussi s'il y a déjà des mesures et des bonnes pratiques qui sont existantes. Il s'agit de faire un bilan pour ensuite, évidemment, et dans la perspective du 1er janvier 2025, eh bien, de construire cette même stratégie. Et du coup, on va dire que 2022-2023, c'est l'étape de bilan. C'est celle où il faut pouvoir mettre à plat. Alors, je vous ai remis un peu toutes les composants que l'on trouve lorsqu'on est dans l'analyse du côté numérique. Ben,
tout ce qui est l'infrastructure IT, évidemment, les réseaux, les équipements pour les usages, tout ce qui fait fonction support, chauffage, climatisation, déplacement, etc. Puis tous les usages qui sont faits hein, autour comment dire, de l'utilisation de tous ces ensembles. Et si on zoome plus particulièrement en direction de la dématérialisation, qui appartient au domaine du numérique, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de pratiques et d'usage, eh bien, les chiffres, comme je vous évoquais tout à l'heure, du premier semestre 2022, disaient qu'il n'y avait pas eu de bilan carbone, mais ceux qui en avaient fait un, on avait décomposé pour ceux qui en avaient fait un, et voilà sur quoi ils avaient porté. Et qui est important parce que c'est un peu une grille de lecture que vous pouvez tout à fait utiliser si vous êtes dans le cadre de cette démarche et si vous êtes positionné pour avoir à conduire cet état des lieux préliminaire, encore une fois, à la construction de cette stratégie, eh bien, il s'agit d'aller voir tout ce qui est de l'ordre de tous les ensembles qui contiennent des datas et des documents au titre du numérique, eh bien, les GED, les ECM, les applications métiers, les flux électroniques, les flux entrants, on en a parlé ce matin, les flux sortants, mais également tout ce qui circule au niveau de vos organisations, la partie dépôt de courrier et numérisation, qui peut être encore très souvent un lieu de manipulation, de transformation. Donc là, l'empreinte numérique, elle est loin d'être simple, jusqu'à évidemment l'archivage hybride, puisqu'on est encore très souvent dans un univers où il y a de l'archivage papier qui reste résiduel parfois, mais qui est toujours à maintenir en fonction des obligations réglementaires que vous avez, et puis un archivage électronique qui commence largement à se développer. Et donc voilà, ça, c'est le résultat 2022. J'espère dans quelques semaines pouvoir partager avec vous un résultat 2023 qui aura vu une évolution vers plus de prise en compte de ces éléments-là dans le bilan carbone. Mais en tous les cas, si vous êtes concerné et plus directement par, encore une fois, l'article 35 de la loi Rennes, parce que vous êtes représentant de collectivité, ça fait partie du tableau sur lequel vous devez vous pencher pour pouvoir ensuite bien, construire des stratégies en perspective et avec le calendrier que je vous citais, et notamment celui de la date du 1er janvier 2025. Voilà, il y a quelques agglomérations et quelques communes qui ont commencé évidemment largement à travailler. Je citerai Bordeaux, Lyon, La Rochelle, ainsi que son agglomération, mais également Strasbourg. Enfin, voilà, un certain nombre de villes sont déjà embarquées sur cette démarche. Peut-être pas encore toutes, mais en tous les cas, toutes sont en train de s'interroger sur ce qui va devoir être mis en place pour être au rendez-vous du calendrier initial de la loi Rennes, qui est celui du 1er janvier 2025. Voilà tout ce qu'on voulait partager avec vous lors de cette keynote sur la loi Rennes. Et je te rends la main, Fabien. Merci Caroline, je vais conclure avec toi. Avant toute chose, s'il y a des participants qui veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. Merci en tout cas pour toutes ces informations relatives à la réglementation autour de ces thématiques. On attend peut-être un petit peu, voir s'il n'y a pas des questions. Je sais que c'était une conférence qui était très attendue ce matin, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Exactement. Sinon, tant pis, on arrêtera un petit peu avant. On peut peut-être lancer avec quelques minutes d'avance. Ça évitera d'être en déséquilibre par rapport aux prochaines keynotes. Non, attends, ça y est, c'est bon, on a une question. Non, ce sont des commentaires. Merci beaucoup, très intéressant. C'était très clair, merci. Merci pour vos retours. C'est toujours enrichissant pour nous aussi pour faire mieux les prochaines fois si besoin. Écoute, Caroline, si tout est clair, on va en rester là et je vois que mes prochains speakers sont déjà là. Donc, profitons-en pour commencer avec un peu d'avance. Parfait, merci à tous. Merci en tous les cas de la qualité de l'écoute.